Bonjour chers téléspectateurs qui avaient choisi la chaîne nationale qui est la RTNC et votre émission CCP. Aujourd'hui nous sommes encore au rendez-vous. Aujourd'hui nous avions un sujet d'actualité. La fois passée, il y a eu une conférence internationale qui s'est tenue aux États-Unis où le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a représenté la RDC sur la lutte contre la corruption. C'est un sujet vraiment d'actualité et aujourd'hui, une fois de plus, nous avons reçu un monsieur, un invité qui va se présenter. Bon, c'est un grand routier, c'est un habitué de la RTNC, mais par rapport aux nouveaux arrivés à Matadi, il va une fois de plus se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Présentez-vous devant... Merci beaucoup. Merci pour la parole et pour votre invitation. Je me nomme Jean-Pierre Mpiana. Je suis coordonnateur national de l'Association congolaise de lutte contre les antivaleurs et en même temps secrétaire exécutif provincial de la coalition congolaise de lutte contre la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption. Ah, ok. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Mpiana, coordonnateur national d'ACLA. Hein. Bien sûr. Vous êtes là pour lutter contre les antivaleurs et notamment la corruption. La corruption également, c'est l'un des antivaleurs. Quel est... Bon, il y a deux systèmes de rétention ou de défense par rapport à cette thèse qui est la corruption. Il y a l'aile préventive et l'aile également répressive. Mais lorsque nous voyons l'aile préventive, ça veut dire quoi? Non. L'aile préventive, vous parlez de la corruption. Oui. Nous voyons par l'aile préventive, c'est-à-dire tous les mécanismes de prévention. Prévenir en sorte que la corruption ne puisse pas avoir lieu. Donc ce sont des mécanismes de protection et d'encadrement qui font à ce qu'on puisse éviter la corruption. Tandis que l'aile répressive, tel que vous l'avez dit, ça c'est lorsqu'il y a déjà corruption, maintenant on doit réprimer cette corruption-là. Il y a des sanctions qui tombent par rapport à la loi, les corrupteurs, les corrompus, il y a des sanctions prévues par la loi. Donc l'aile répressive, c'est déjà la consommation de l'infraction et puis on passe à la... Quelle est la définition authentique de la corruption? Parce que il y a beaucoup de définitions que l'homme interprète. Mais quelle est vraiment la définition authentique de la corruption? Et qui corrompt qui? Bon, et pourquoi on doit corrompre? Quand on parle de la corruption, on ne peut pas parler de la corruption de soi-même. Donc, quand on évoque les sujets de la corruption, nous devons avoir en tête qu'il s'agit de deux ou plusieurs personnes. Et c'est autour d'un sujet, autour d'une affaire, autour d'un business quelconque que cette corruption va tourner. Alors, et on procède à la corruption pour éviter les normes établies. On procède à la corruption pour ne pas donner ce qui est dû convenablement. Donc, avec la corruption, c'est vraiment quelque chose qui gangrène la société, de sorte que ce qui devrait se faire ne se fait plus. Maintenant, on commence à faire autre chose. C'est pourquoi la corruption est classée parmi les antivaleurs. Et pas les moindres, parce que la corruption peut diminuer toute une communauté. La corruption, lorsque tout tourne autour de la corruption, il n'y a plus de valeurs. Ce sont des antivaleurs qui s'installent et c'est pourquoi on est censé mettre en place tous les mécanismes préventifs ainsi que les mécanismes répressifs autour de cette corruption-là. Parce que, bien sûr, on peut mettre les mécanismes préventifs, mais il peut arriver qu'on puisse dribbler toujours. Alors, si on arrive toujours à dribbler et on arrive toujours à intercepter, là, on passe à la répression. Donc, si on doit corrompre, il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Le corrupteur voit son avantage, le corrompu aussi voit son avantage, un gain qu'il peut tirer à cette proposition-là.
Alors lorsqu'il voit les paramètres, il trouve que non, la proposition qui m'a été faite, elle est bonne, elle est alléchante pour moi, je peux prendre. Et le corrupteur lui voit aussi ses avantages. Si je fais ça, je pourrais gagner aussi ça. Ils voient tout simplement leurs avantages. Ils ne voient pas l'avantage de la communauté. Donc, la corruption engage et implique plus les corrupteurs et les corrompus autour de leurs avantages. Ce qu'ils pensent comme étant gain, c'est cela qui les intéresse. Monsieur le coordinateur, parlons-en franchement. Pourquoi l'homme est tenté à corrompre ou à être corrompu? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, qui pousse l'homme à aller dans ces valeurs? Bon, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte que l'homme puisse toujours être victime de la corruption. Il y a des sollicitations, parce que d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou pas, vous serez sollicité. Ça, c'est de 1. Et au-delà de cette sollicitation, il peut y avoir aussi quelque chose qui cloche en termes d'avantages. Vous voyez par exemple que si vous payez convenablement quelque chose, vous aurez les 50% de bénéfices. Mais si vous allez par une autre voie interposée, vous pouvez avoir 150% de bénéfices ou de gains. Alors, l'homme, comme il est toujours assoiffé, il veut toujours se retrouver dans tout ce qu'il fait, il veut toujours monter, parce qu'aucune personne, retenez ça, dans le monde, ne fera les affaires pour baisser. Lorsque quelqu'un commence une affaire, c'est toujours en visant le haut. Il veut que la flèche puisse toujours monter. Mais lorsqu'il n'arrive pas à collecter ces résultats-là, il commence maintenant à avoir certains paramètres intermédiaires qui peuvent l'aider à ce que la flèche puisse toujours monter. C'est là où maintenant le bas blesse. À ce moment-là, l'homme commence à faire des sollicitations, l'homme commence aussi à se faire corrompre, il commence à faire de sorte qu'il puisse s'en sortir dans ce qu'il fait. Donc, la corruption est là, il y a des paramètres qui font à ce que l'homme puisse céder, mais il y a aussi des hommes, c'est là que nous appelons les patriotes, et les hommes qui aiment bien la patrie, quelles que soient les sollicitations, ils ne cèdent pas. Quel que soit le montant que vous allez autant proposer, mieux les enfants puissent mourir de faim, mais ils ne cèdent pas. Bien sûr, il y a des hommes qui luttent pour préserver les valeurs. Parce que vous pouvez tomber dans une sollicitation et les conséquences, vous n'en savez pas. La sollicitation peut être alléchante, mais les conséquences peuvent être néfastes. Donc, on voit aussi des paramètres. C'est souvent ceux-là qui ne voient pas l'avenir, qui se laissent faire et quelque part aussi, on peut peut-être affirmer que la corruption aussi ruine l'économie d'un pays. Bien sûr, je l'ai bien dit. La corruption ne donne pas l'avantage à l'économie d'un pays. Au contraire, la corruption, c'est une gangrène. La corruption est en train de ronger convenablement et ça détériore l'économie d'un pays. Mais il n'y a rien qui peut venir. Au moment où les États-Unis venaient d'organiser cette conférence pour lutter contre la corruption, mais ce mot corruption date de longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pas de l'avant qui va être marqué pour réduire sensiblement la corruption? Bien sûr. Parce que tous les pays presque du monde étaient intéressés à cette conférence. Il sera difficile d'éradiquer la corruption sur cette planète Terre. Il sera difficile, mais il est possible qu'on puisse réduire les taux de corruption. Les pourcentages de corruption peuvent être réduits lorsque tout le monde s'élève comme un seul homme. Il y a des grands pays qui s'élèvent, les grandes puissances s'élèvent. Nous aussi, l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'élever. Nous pouvons combattre, mais il nous sera difficile d'éradiquer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est maintenant dans le sang. C'est dans le vécu maintenant. Bien sûr, le pourcentage peut être réduit, mais difficile d'être éradiqué. Mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas aussi baisser les bras parce que c'est difficile d'éradiquer la corruption, mais on doit toujours affronter, on doit toujours aller au front pour lutter tel que nous l'avons fait avec la Covid-19. Tout le monde s'est levé comme un seul homme. Oui, mais c'est difficile d'éradiquer la corruption. Les grands boignards, même de ce pays, où les hommes d'affaires du monde sont dans cet engrenage-là. C'est ce qui fait que la corruption est difficile à être vraiment éradiquée. Vous confirmez ça? Je le confirme. Tous ces grands, ils sont dans les combines, non? Ils sont dans les combines, dans des compromissions, ils font des choses. Les affaires appellent toujours les sollicitations.
lorsque vous trouvez une société d'affaires, sachez qu'il y a des sollicitations, dans les bons comme dans les mauvais sens. Il y a la corruption qui peut être là, il y a aussi l'honnêteté qui peut être là, l'intégrité qui peut être là. Je n'ai pas dit que tous les grands Bwana sont des corrupteurs ou des corrompus, loin de là. Mais au moins dans le monde des affaires, dans la plupart des cas, nous constatons qu'il y a plus de sollicitations. Ces sollicitations-là vont dans le sens même d'aller dans la corruption. Et ce n'est pas nécessairement la corruption, il y a aussi ces sollicitations qui vont même dans les fausses déclarations aussi, qui font aussi d'éviter même certaines taxes. Tout ça, c'est quand vous êtes dans les Oui, les déclarants en douane s'inquiètent. Vous avez parlé de la fausse déclaration, mais, monsieur le coordinateur, les déclarants en douane qui sont censés plaider pour leurs clients, c'est-à-dire opérer dans les postes d'édouanement, sortir les marchandises pour le compte des clients, pose la question, pourquoi l'IGF s'immisce dans la déclaration? Même ouvrir les conteneurs, ils doivent vérifier, les inspecteurs des finances, ils doivent vérifier les paiements, tout ça vérifier. Est-ce que la douane, en tant que structure mise en place, n'est pas outillé pour faire ces recouvrements, pour faire ce travail-là? Il faut qu'il GF s'y mixe. Non. Bon, moi ça, c'est vraiment l'inquiétude des grands douanes. L'inquiétude, elle est normale et fondée, mais notre société et notre pays nécessitent à ce qu'il y ait d'abord des pratiques pareilles. Si l'IGF peut s'y mixer dans des déclarations, dans les dépotages des conteneurs et autres, moi j'encourage cela. Pourquoi j'encourage? Parce que ici chez nous, le mal a été profond à un autre niveau. Tous ceux qui sont comme douaniers et autres, ils étaient plus plongés dans des histoires qui n'avantagent pas le pays. Alors, un tel terrain nécessite à ce que les efforts soient fournis au maximum. L'IGF doit s'y mixer et doit encore s'y mixer. Moi, j'encourage cette initiative-là pour éviter à ce que les hommes puissent faire du n'importe quoi. Dans ces pays, il y a eu du n'importe quoi. À un certain moment, c'était comme un laisser-aller. Vous allez prendre un douanier qui ne peut pas s'égaler à un ministre, par exemple. Pourquoi? Il trouve tous ces avantages-là où? C'est dans les compromissions au détriment de l'État congolais. Et lorsque l'IGF s'élève, il contrôle maintenant, parce que nous devons avoir un mécanisme, un système de contrôle. Qui contrôle qui? Parce que vous êtes inspecteur, vous contrôlez les déclarants, les clients ou l'importateur. Mais qui vous contrôle, vous? C'est aussi un grand problème. Nous devons nous poser la question, qui contrôle les contrôleurs? Et lorsqu'on se pose cette question, vous allez voir qu'il faut encore un autre mécanisme qui doit s'ajouter. Au-delà de l'IGF aussi, nous aussi en tant qu'association congolaise de lutte contre les antivaleurs, nous contrôlons. Nous voyons ce que l'IGF pose comme acte. Donc nous voyons aussi, vous pouvez aussi contrôler les actions de... Mais l'IGF n'est pas un ange. L'IGF n'est pas un ange. Vous êtes outillé? Bon, le peu que nous avons, on peut le faire. Mais l'IGF n'est pas un ange. Ne pensez pas que l'IGF, c'est l'ange qui est descendu sur terre. Non. Ce sont des hommes. Ils peuvent aussi se compromettre. Leurs actes qu'ils posent, ça peut avoir des conséquences néfastes d'une manière ou d'une autre. Mais au moins, nous les encourageons à procéder au contrôle. Est-ce que dans le pays, parce que nous voyons l'inspection générale des finances, mais qui peut contrôler cette inspection-là? C'est le chef de l'État? Non, pas le chef de l'État. L'inspection générale des finances est attachée au chef de l'État, à la présidence de la République. Donc, ils font leur travail, ils sont censés le faire en bonne et due forme. S'ils ne le font pas en bonne et due forme, même la population, les souverains primaires, c'est qui? C'est la population. Si nous voyons que non, ce que l'IGF commence à faire, c'est qu'il en fait de trop, là, peut-être pourquoi il a fait passer ça alors que ça ne devrait pas passer. C'est en complicité avec l'IGF, par exemple. Nous aussi, nous allons nous lever. Mais vous, en quoi vous accompagnez l'IGF? Vous avez déjà posé des actes concrets sur le terrain par rapport... Nous posons plusieurs actes et nous sommes plus sur le terrain. Nous n'accompagnons pas l'IGF. Nous accompagnons la République démocratique du Congo et toutes ses institutions. Donc l'IGF étant une institution de la République démocratique du Congo, nous devons aussi collaborer avec l'IGF.
Donc, nous ne parlons pas seulement de l'IGF. Il y a par exemple les régies financières. Nous travaillons avec elles. Il y a des banques, on peut collaborer avec ces banques-là. Donc, ce n'est pas seulement l'IGF. Nous ne voyons pas seulement l'IGF. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Alors, tout celui qui pose des actes... Il vous est aussi arrivé de travailler avec la province? Bien sûr, on a déjà travaillé avec la province. Mais tout celui... notre démarche, c'est quoi? C'est de travailler à côté de tout celui qui vient dans l'idée d'accompagner et de développer le pays. Si vous venez, quelle que soit votre nature, dans le sens de faire développer le pays, nous sommes avec vous. Mais si vous êtes là, même si vous êtes une institution reconnue, mais en traitant des antivaleurs, nous ne marchons pas avec vous. Donc nous voulons marcher plus avec ceux-là qui viennent pour apporter un plus, tel que le chef de l'État l'a dit, que nous puissions apporter un changement, positif bien sûr, mais lorsque vous venez pour nous endormir, nous apporter encore la médiocrité, là on ne marche pas avec vous. Nous allons dénoncer les actes que vous poserez, de manière à sorte que vous puissiez vous conformer aux normes. Mais pour tout celui qui posera des actes dans le bon sens, nous marchons avec lui. Revenons un peu dans l'objectif de la lutte contre la corruption, monsieur le coordinateur national d'ACLA. Au niveau aussi, dans le monde scolaire aussi, dans le monde universitaire aussi, il y a la corruption qui bat son plein. Comment est-ce que vous pouvez sortir ces éléments de corruption au niveau du monde scolaire? Bon, j'ai eu à vous dire que surtout dans notre pays, le mal a été profond. Dans les milieux scolaires ou les milieux étudiantins ne sont pas épargnés. Donc, la corruption, il y en a, mais il faut déceler cela. On ne doit pas voir un enseignant ou un assistant, un professeur d'université pour dire non, lui c'est un corrupteur. Non. On constate la corruption dans les actes. Et dans les actes, quelqu'un peut être corrupteur ailleurs, mais dans un autre terrain, il est vraiment logique, il ne se laisse pas faire. Mais c'est lorsqu'il pose les actes, c'est ces actes-là que nous allons maintenant voir, est-ce qu'il les pose avec quelle intention? De corrompre ou de se faire corrompre, c'est à ce moment-là que nous allons voir. Vous voyez par exemple quelqu'un, un professeur qui vient, il pose vraiment un examen très difficile et aucun étudiant n'a réussi. Vous voyez par exemple un tel cas, alors vous vous posez la question, est-ce que la matière a été bien assimilée ou pas? Et au finish, qu'est-ce qu'il vise? Parce que tout professeur vise à ce qu'il puisse transmettre la connaissance auprès des étudiants. Et maintenant, vous avez posé votre examen, vous retrouvez qu'aucun étudiant n'a réussi dans votre... Donc, soit le cours n'a pas été bien dispensé, ou au-delà de ça, vous êtes en train de viser à ce que les étudiants viennent maintenant vous voir, moyennant quelque chose pour que vous puissiez régulariser leur cote. Corriger un devoir nécessite de déposer les billets des banques. Les syllabus, bon, on a réprimandé ça, mais quelque part, en coulisses aussi, les gens en vendent. C'est pourquoi je vous ai dit, la corruption, c'est lorsqu'on pose les actes. Et si vous remarquez, la plupart de ces actes ici, ça ne se pose pas à ciel ouvert. Ce sont des actes qui se posent soit dans un coin, dans un couloir, où le professeur perçoit ou l'assistant perçoit, à l'aveuglette, il perçoit et puis il donne par exemple le syllabus, qu'on ne sache pas qu'il a récupéré quelque chose. Donc, c'est lorsque on constate des actes posés qu'on peut maintenant dénoncer que non, il s'agit de la corruption ou de... Mais ces structures-là, qui sont censées réprimander ces antivaleurs-là, pourquoi elles ne vont pas vers ces écoles-là, ces universités-là, ces instituts-là, parce qu'il y a des mécanismes pour déceler. Les mécanismes... Pourquoi ils ne vont pas vers les mécanismes sont là. Je vous ai dit, l'antivaleur de la corruption, c'est un peu perplexe. Pourquoi je dis ça? Les corrupteurs et les corrompus ne veulent pas que l'on sache qu'ils se sont corrompus. Vous voyez? Donc, les corrupteurs se protègent, même les corrompus aussi se protègent. Déjà, ça devient compliqué. Donc, un circuit vraiment fermé. Ça devient un circuit fermé. Mais si les deux, ou bien l'un d'eux, arrivait à dénoncer, il y a possibilité maintenant de déceler qu'il s'agit de la corruption. Mais si les deux ont souscrit, c'est une entente, ils se sont mis d'accord, bon, tu m'amènes $100, moi je vais te faire ceci, ou bien je vais t'accorder tel gain. Bon, ils se sont arrangés.
C'est pourquoi je vous ai dit bien dès le début que la corruption, c'est les deux personnes ou plusieurs personnes qui trouvent leurs bénéfices. Ils voient que nous allons nous retrouver dans notre affaire ici. L'étudiant vient, il sait que j'avais 0, par exemple, j'avais 5 sur 20. Si je donne $20, j'aurai 15 sur 20. L'étudiant se retrouve. Il voit qu'il aura une bonne cote, non? Et le professeur ou l'assistant qui perçoit les $20, lui aussi, il voit de son côté qu'il a bien fait. Il peut trouver quelque chose pour survivre. Donc, les deux, ils se retrouvent dans leur affaire. C'est lorsque, des fois, les cas qui sont connus ou mis à nu, c'est lorsque dans les ententes, là, l'un est fauché. Fauché, lésé, oui. Lésé. Donc, à ce moment-là, il cherche maintenant à crier haut et fort. Mais si ça passait tel que c'était prévu, en tout cas, vous n'en saurez rien. Ça passera sous silence. Donc, c'est lorsque il n'y a pas de bonne collaboration qu'on décèle maintenant que non, j'ai été roulé, par exemple. Alors, comme j'ai été roulé, là, je cherche maintenant à dénoncer. Nous sommes dans le sujet, la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption. Nous sommes toujours dans le monde estudiantine. Monsieur le coordinateur national, il y a également certains antivaleurs au sein des universités, en dehors de la corruption. Quels sont les antivaleurs que vous pouvez déceler ici par rapport à notre lutte? Bon, les antivaleurs, je vous ai dit, et là où c'est comme les droits, les antivaleurs. Là où il y a la population, là où il y a l'homme, il y a aussi les droits. Retenez aussi que là où il y a l'homme, il y a aussi les antivaleurs, il y a aussi les valeurs. Donc, tout tourne autour de l'homme. Même à l'université, tel qu'il y a l'homme, il y a l'antivaleur, il y a les valeurs. Si vous voulez que nous puissions énumérer les autres antivaleurs au niveau des milieux étudiantins, il y en a tout plein. Parce que, d'abord, le problème des cotes. Vous vous rappelez qu'on parlait des cotes sexuellement transmissibles. Donc, quand il y a un assistant ou un professeur veut de telle ou telle autre étudiante, il cherche à les cautionner d'une manière ou d'une autre, en sorte que l'étudiante se trouve dans une position de faiblesse pour venir suivre ses cotes et l'assistant ou le professeur puisse passer son forfait. Il y en a tout plein, la corruption notamment, elle est là. Il y a le manque de traitement de personnel dans les milieux étudiantins. Les gens travaillent, peut-être le paiement ne s'ensuit pas bien, convenablement. Il y a des retards de paiement, par exemple. Et surtout les universités privées, vous trouvez les personnels administratifs qui ne sont pas bien rémunérés, pas à temps, avec un grand retard. Bon, il y en a tout plein. Il y en a tout plein, et c'est pourquoi votre lutte acharnée est dirigée vers ces antivaleurs. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes dans cette lutte. Ce n'est pas vraiment facile pour nous, mais nous sommes obligés de faire quelque chose. Nous sommes obligés de faire quelque chose. Malheureusement, dans la plupart des cas, vous allez constater que ceux-là qui combattent même les antivaleurs, lorsque vous voulez vous associer à eux, ils commencent même à vous éviter. Ah bon? Vous trouvez par exemple un gestionnaire de l'État, par exemple un fonctionnaire, vous lui dites, bon, vous faites quoi? Non, moi je suis de la division telle. Ok. Pour que nous puissions aider l'État congolais à maximiser les recettes dans votre secteur, voici notre apport. Nous voulons vous aider pour qu'il n'y ait... Vous sentez que, bon, il n'est pas d'accord avec vous. Et nous-mêmes, nous savons que non, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous dans ce que lui-même fait, ça veut dire lui-même est plongé dans ça. Il est imbibé vraiment dans ça. Il sait très bien que quand vous allez commencer à cheminer avec lui, vous allez le découvrir que lui-même était parmi les antivaleurs. Donc, il y a de ceux-là qui nous évitent, mais pas tout le monde, mais il y a de ceux-là aussi qui nous accordent aussi qui nous apportent leur aide d'association. Nous cheminons ensemble. Et vous êtes arrivé aussi de travailler avec les gens de l'urbanisme et habitat, nous travaillons, je vous ai bien dit que nous travaillons avec toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Donc nous, c'est la République démocratique du Congo, pas les individus. Donc vous êtes dans tel ministère, telle division, nous travaillons. Urbanisme, nous collaborons très bien avec eux parce qu'il y a des taxes qui les gens doivent payer, il y a des assujettis qui doivent payer.
et de payer convenablement. Lorsque nous constatons qu'il ne paye pas convenablement la taxe, ce n'est pas l'individu qui est là qui est victime, mais c'est l'État congolais qui est victime. Nous, notre lutte, c'est quoi? Que l'État congolais soit dans ses droits. Ça fait vraiment longtemps, plusieurs décennies, que l'État congolais était en train de perdre. Pour que nous puissions avoir un pays fort, un État fort, nous devons aussi nous dépasser nos sentiments à nous. Donc, lutter maintenant, travailler maintenant pour le compte de l'État congolais. Les cas sont légion. Il y a de ces cas où nous avons travaillé, nous n'avons rien bénéficié, mais c'est l'État congolais qui a bénéficié. Donc, nous sommes assignés une lourde responsabilité. Des fois, si vous n'avez pas l'amour de la patrie, vous pouvez vous décourager, mais loin de nous, le découragement, nous sommes déterminés parce que nous voulons assez que les changements s'installent dans ces pays. Parmi les participants qui étaient aux États-Unis à cette conférence-là, et si vous vous retrouvez là-bas en tant que chef d'un État, quelle est cette politique devriez-vous mettre sur place, surtout en Afrique ici, pour lutter contre la corruption? Bon, ça c'est encore vous nous donnez encore un casus là. Au moins, la corruption, nous savons, les différentes communautés s'adaptent à leur culture. Nous aussi, chez nous en Afrique, et précisément en RDC, nous avons nos réalités et nous avons nos cultures. Nos cultures à nous font en sorte que nous puissions avoir une administration bien assise, tout passe par l'administration, il y a des normes bien établies. Mais au-delà de ces normes, nous voyons les antivaleurs être aussi à côté. C'est pourquoi j'ai encouragé l'immixtion de l'IGF dans des déclarations. J'ai dit non, par rapport à notre société à nous, il faut des actes pareils. Parce que c'est difficile de faire confiance à la personne que vous avez mis là-bas. Même celle que vous-même vous avez dit ça va, que tu sois là, cette personne-là, elle accepte la lourde responsabilité que vous lui donnez, mais avec un agenda caché. Il s'est dit, ben, ok, ça va, comme vous m'avez accepté d'être là, je serai là, mais moi-même, je sais ce que je vais faire au-delà de ce que vous m'avez confié comme responsabilité. Donc, un cas pareil, un contexte pareil, s'il y a immixtion, moi j'encourage ces immixtions-là. Pourquoi? Parce que nous avons nos réalités à nous, qui sont peut-être différentes des réalités européennes ou américaines. Est-ce que cette lutte africaine, prenons l'exemple d'un pays voisin qui lutte aussi contre la corruption, est-ce que serez-vous tenté de copier ces beaux exemples de ce pays-là pour le ramener chez vous? Bon, tout ce qui est bon et qui peut nous être avantageux, on ne peut que le prendre. C'est les médiocres qu'on ne peut pas prendre. Mais ce qui peut nous avantager, nous donner certaines pistes. Vous essayez par exemple, vous voyez que ça donne un bon résultat. Pourquoi ne pas prendre ça? Donc toutes les bonnes initiatives, elles seront les bienvenues. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs que nous avons reçu M. Jean-Pierre Mpiana, qui est le coordinateur national d'ACLA. C'est une structure qui lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption et d'autres antivaleurs, bien sûr. La fête d'aujourd'hui, le 4 janvier, vous dit quoi? Ok, d'abord c'est une journée fériée, une journée en commémoration des victimes de martyrs de l'indépendance. Donc c'était en 1959 que cela a eu lieu. Il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui sont tombés. Alors, nous ne pouvons que saluer cette journée, une journée de méditation. C'était arrivé, donc un changement toujours apporte beaucoup de trucs. Il y a des événements qui se précèdent avant que nous puissions arriver à des changements. Avant que nous puissions accéder à l'indépendance, il y a eu cet événement-là de 1959. Oui, ça se préparait, cette indépendance, bien sûr. C'était juste avant ma naissance aussi, hein, parce que nous sommes le 4 janvier aujourd'hui, quelques mois après c'était ma naissance de cette même année. Il y a eu quelque chose qui a incité ce déclenchement de l'indépendance. Vous vous rappelez de l'équipe Victoria Club? Oui, c'était après un match, selon l'histoire. Selon l'histoire. C'était après un match. Oui.
les supporters qui quittaient le stade Tata Raphaël. C'était vers Victoire Imka là que cette scène-là a eu lieu. Bon, nous ne pouvons que saluer. Vous de la CLA, comment vous pouvez interpréter ces actes-là posés par les sportifs vis-à-vis de... Bon, vous savez, les actes-là, ce sont des actes de bravoure. Ce sont des actes de bravoure. Et nous le disons souvent, on ne peut pas emmuseler un peuple pour toujours. On peut tromper un peuple un jour, mais pas pour toujours. Donc il y a un jour que le peuple va s'élever. Il y a un jour que le peuple dira non. Sur ce, c'est aussi une interpellation par rapport à l'égard de tous les dirigeants, les gestionnaires. Si vous êtes en train de maltraiter un peuple dans les coins où vous êtes, dans la petite parcelle de pouvoir que vous avez, sachez qu'un jour, un peuple peut s'élever, il peut vous mettre aussi à nu, pas pour vous tuer, mais pour peut-être dénoncer tous vos actes, vous mettre vraiment à nu et à découvert. Donc, on ne peut pas emmuseler un peuple, on ne peut pas asphyxier un peuple, et le peuple, une personne a droit à la liberté. Laisser les hommes vivre librement, jouir de leurs droits les plus légitimes, ça sera une bonne chose. Mais les étouffer à tout moment, sachez qu'un jour, ça pourra exploser en un seul coup. C'est comme si ça a été préparé. Ça explose comme ça. Donc, des fois, on ne sait même pas comment maîtriser les paramètres et ça explose. Vous êtes dans la ville de Matadi, monsieur le coordinateur national. Quelles sont les antivaleurs que vous soupçonnez, que vous décelez dans cette ville? Il y en a tout plein. Bon, je ne parle pas de Matadi, moi je parle plus de la République démocratique. Non, parlons un peu de Matadi, parce que nous sommes résidents à Matadi. Si on peut évoquer parce le que cas de la ville de Matadi. Si on peut les déceler, ça permettra à nos téléspectateurs d'être attentifs et à ceux qui les commettent de les éviter, parce que nous sommes ici localement à Matadi. Ok, on peut parler de la ville de Matadi. Sachez d'abord premièrement que c'est une ville qui est portuaire. Au niveau des ports, il y a beaucoup de mouvements qui se passent, des mouvements import comme export. Et là, déjà, retenez qu'il y a des affaires à faire là-bas. Les antivaleurs ne peuvent pas manquer. Tel que je vous ai dit que l'homme est là dans la société. À côté de l'homme, il y a les droits. À côté de l'homme, il y a les valeurs et les antivaleurs. Dans un milieu portuaire, sachez qu'il y a des choses, déclarations qui se font, fausses ou vraies déclarations, ça doit se passer. Il y a l'importation qui se fait. Il y a des marchandises qui arrivent, qu'on peut déclarer convenablement, comme on ne peut pas bien déclarer, c'est aussi des antivaleurs. Parfois prohibés, parfois qui entrent prohibés, dans la République. Parfois prohibés. Nous avons nos frontières. Ces frontières-là font passer des choses qui viennent d'un autre pays pour notre ville. Et les services qui sont là-bas, il y a de ceux-là qui se laissent corrompre, qui font passer du n'importe quoi. Il y a des documents qui se font nuitamment et des falsifications des documents. Vous voyez par exemple, l'administration n'est pas bien tenue, tout n'est pas numérisé. Des fois, on vous fait un document, vous payez, on vous donne un document comme preuve de paiement, alors que c'est de n'importe quoi. L'argent n'est pas entré dans la caisse de l'État. Ce sont des antivaleurs. Il y en a tout plein. Décidément, monsieur le coordinateur, donc ACLA a du travail. Nous avons du travail, nous avons du pain sur la planche. Et c'est pourquoi nous invitons tout celui qui peut être intéressé à nous joindre toujours, parce que la lutte est tellement rude. Nous sommes là disposés. C'est l'affaire du pays. Nous luttons pour notre cher et beau pays. Nous n'avons que ça comme pays. En dehors du port, des transactions portuaires, dans la circulation routière, par exemple? Oui, dans la circulation routière. Vous voyez par exemple le mois de décembre ici, nous sommes dans une période de courtoisie routière. Là, on ne voit pas le tracasserie policière et autres. Mais bientôt, là, je crois, à partir du 15 janvier, la courtoisie prendra fin. On doit reprendre le contrôle des documents. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre la tracasserie. On peut vous contrôler à n'importe quel moment. Et au finish, ce n'est pas qu'on vise les vrais documents. Mais le contrôle n'est pas d'une tracasserie, pas un dérangement, mais c'est ce qui s'ensuit.
Bon, vous savez, nous sommes au niveau d'ACLA, nous sommes en train de réfléchir sur une matière, surtout concernant les contrôles qui s'est fait, les contrôles routiers. Là. Pourquoi nous avons poussé nos réflexions un peu loin? Nous nous sommes dit, si quelqu'un pourra circuler sur différents postes de contrôle au niveau de la ville de Matadi, vous prenez par exemple Nzanza, Bouima, Kinkanda, la personne commence sa journée à partir de Bouima. Il fait Kinkanda, il fait Nzanza, il rencontre 3 postes de contrôle. On les contrôle, c'est un lundi, on les contrôle. Le mardi, le même rythme. On les contrôle à ces 3 différents postes. Les mêmes mercredis, toute la semaine, on ne fait que contrôler les mêmes véhicules, les mêmes documents. On s'est dit, non, ça devient une tracasserie. Nous sommes en train de proposer quelque chose qu'on pourra soumettre aux autorités, à l'Assemblée provinciale, ce qu'on peut voir, si possible, que nous mettions en place un petit carnet de contrôle routier. Donc, celui qui s'est fait contrôler un lundi, il s'est fait contrôler par un agent bien connu. L'agent mettra sa signature, mettra son numéro de matricule, il met tous les différents documents qu'il a contrôlés avec leur délai de validité. La personne peut circuler. Si le taximan arrive à un autre poste de contrôle, il ne présente que son carnet là. Il verra que je viens de Bouima, Bouima déjà contrôlé depuis hier, et il peut passer tout simplement. Mais ce n'est pas le cas. Ici, on te contrôle, ici, tu passes là-bas, on te contrôle, mais ça prend aussi du temps, ça devient une tracasserie routière. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir, on est en train de penser mettre en place un petit carnet de contrôle routier. On verra si ça pourra être adopté, et ça, je pense que ça pourra un peu éviter un bon nombre de tracasseries routières. Ok, je pense que nous avons presque vidé la matière. Je ne sais pas, monsieur le coordinateur, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut que la République fasse pour que les assujettis, pour que la population puisse suivre le mot d'ordre du chef de l'État, parce qu'il revenait des États-Unis, là où se sont passées beaucoup de choses pour ramener les économies africaines au point de départ. Bon, moi je pense, et c'est ça notre souhait, surtout pour l'année 2023 qui commence, que l'amour de la patrie, le patriotisme puisse caractériser tout un chacun de nous. Si nous avons l'amour de la patrie, nous poserons des actes pour construire et non pour détruire. Lorsque nous sommes animés du patriotisme, nous allons agir même étant seuls, en âme et conscience et dans toute responsabilité. C'est ce qui doit normalement nous caractériser pour bien répondre à l'appel du chef de l'État et puis accompagner les institutions de la République. Le patriotisme doit nous caractériser, l'amour de la patrie. Si on aime notre patrie, notre cher pays, on posera des bons actes, on sera des bons citoyens, on fera ce qu'il faut faire et on évitera les antivaleurs. Et moi sur le civisme aussi, pour ceux-là qui parlent pour les billets de banque. Hein. Bien sûr, c'est les actes que nous allons maintenant poser. C'est par rapport au patriotisme. Lorsque vous allez poser maintenant les actes, vous allez voir, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est recommandé, ça ce n'est pas recommandé, ça c'est réprimé, ça ce n'est pas réprimé. Vous allez maintenant vous rendre compte que vous aurez au moins à faire une distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc c'est lorsque cela vous anime. Nous sommes en train de poser nos actes vis-à-vis de l'État, en percevant l'argent, en émettant des documents, en arrangeant nos milieux, notre environnement. Donc, je peux arranger mon environnement sans qu'il y ait une police derrière moi, si j'ai l'amour de la patrie. Mais si je n'ai pas l'amour de la patrie, même s'il y a un policier devant moi, je peux poser un acte pour déranger mon environnement, alors que je ne suis pas appelé à faire ça. Donc, c'est en âme et conscience, aimant notre pays, nous poserons vraiment des bons actes qui vont faire en sorte que notre pays puisse marcher convenablement et que nous puissions nous attendre aussi à des bons résultats des élections qui pointent déjà. Monsieur le coordinateur national, est-ce que c'est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos fidèles téléspectateurs de votre émission
et à tous les membres de la CLA, Association congolaise de lutte contre les antivaleurs, y compris tous les aviseurs de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que Cocolico, c'est encore quoi? Cocolico, c'est une coalition des ONG congolaises qui luttent contre la corruption. Donc, ACLA est aussi dans Cocolico. Ah bon? Donc, moi, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Une plateforme. Notre siège national est à Kinshasa. Donc, Cocolico plus étendu sur la République, plus que même ACLA. Voilà. Merci beaucoup, cher téléspectateurs qui avez suivi notre émission. En tout cas, je pense que vous n'avez pas été déçus. Vous n'avez pas été déçus. Et tout ce que notre invité venait de pouvoir vous transmettre, prenez tout ça à bon escient. Je crois qu'il y aura à se corriger quelque part là où il y a eu des dérapages. Et tout ça, c'est pour répondre à la volonté du chef de l'État pour que le pays aille de l'avant. La lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs, c'est le chef de l'État qui en a fait son cheval de bataille. Vraiment, nous vous remercions beaucoup, vous qui avez passé le temps devant votre poste téléviseur pour suivre notre émission. Ne zappez pas. La RTNC a beaucoup d'émissions à mettre à votre disposition. Notre rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. En tout cas, restez dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Maître. Merci beaucoup.